19h, bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de l'information sur Al24 News. Tout de suite, les titres du journal. Diplomatie, renforcer les relations stratégiques entre Moscou et Alger. Il en a été question lors de la visite du ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, en Algérie, reçu ce mardi par le président Abdelmadjid Tebboune. Sécurité au Sahel, réunion des chefs d'état-major du comité Field Countries Initiative. Il a été question des menaces qui pèsent sur la région. Le dossier du Sahel en discussion également à Berlin lors de la rencontre entre Macron et le chancelier allemand Olaf Scholz. En Espagne, le scandale de l'espionnage fait toujours polémique. La chef du renseignement espagnol, Paz Esteban, a été démise de ses fonctions. Des membres de la coalition de Sanchez pourraient également faire défection. Et puis guerre en Ukraine, l'offensive russe se poursuit pour le 76e jour d'affilée. Les troupes russes ont atteint les frontières administratives de la ville de Lougansk. Diplomatie pour entamer cette édition, renforcer les relations stratégiques entre Moscou et Alger. Il en est question à la faveur de la visite du ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov en Algérie, reçu aujourd'hui par le président algérien Abdelmadjid Tebboune. L'audience s'est déroulée au siège de la présidence de la République en présence du chef de la diplomatie algérienne, Ramtan Lamamra, Sergueï Lavrov, qui a justement transmis l'invitation à Moscou de Vladimir Poutine à Abdelmadjid Tebboune. Sur la base de notre volonté de développer des relations politiques avec notre partenaire, l'Algérie, nous assurons au président Tebboune de l'invitation du président russe Vladimir Poutine afin d'effectuer une visite à Moscou prochainement. Et entre Alger et Moscou, les relations ont de tout temps été qualifiées de solides. La visite de Sergueï Lavrov aujourd'hui à Alger ouvrira sans doute la voie à de nouveaux horizons de partenariat encore plus stratégiques. Rim Boukhari. Une visite qui traduit le caractère stratégique des relations algéro-russes. Alger et Moscou main dans la main pour renforcer le partenariat dans tous les domaines. À l'issue de son audience avec le président de la République, Sergueï Lavrov évoque même la prochaine signature d'un nouveau document visant à construire un partenariat mutuellement avantageux. Aujourd'hui, nous avons insisté sur l'importance de travailler ensemble pour donner au partenariat bilatéral un caractère plus stratégique, et cela en posant les fondations pour la signature d'un nouveau document constituera la base de nos relations bilatérales. Booster le partenariat, une opportunité en or pour les investisseurs russes et algériens. Nous sommes satisfaits de l'évolution des relations bilatérales. Notons que le volume des échanges a atteint l'an dernier les 3 milliards de dollars. Nous pouvons faire mieux. Les entreprises russes sont intéressées par développer le partenariat avec leurs homologues en Algérie dans plusieurs domaines, tels que l'énergie, les mines ou encore l'industrie pharmaceutique. Tous ces aspects seront en tout cas au cœur de la commission mixte algéro-russe. Sergueï Lavrov annonce sa prochaine tenue à Alger. Et au sortir de l'audience accordée par le président algérien, Sergueï Lavrov a salué la position équilibrée de l'Algérie vis-à-vis du conflit en Ukraine. Je vous propose de l'écouter. Nous avons informé nos partenaires algériens sur les derniers développements de l'opération spéciale russe effectuée en partenariat avec les forces dans la région du Donbass. Nous exprimons notre grande considération à l'égard de la position équilibrée et objective de l'Algérie vis-à-vis de la crise en Ukraine, que ce soit sur le plan bilatéral ou au niveau des instances internationales. Et sur les questions régionales, notamment Mali, pour Lavrov, une solution politique doit être privilégiée. Quant à la situation au Mali, nous sommes convaincus de la nécessité des différentes parties pour l'entame du dialogue politique avec comme socle l'accord de paix d'Alger signé en 2015. Par ailleurs, nous estimons qu'imposer davantage de sanctions sur Bamako ne peut être que contre-productif.
Sécurité au Sahel, les chefs d'état-major de la Field Countries Initiative, plus connue sous le nom du Comité d'état-major opérationnel conjoint, se sont réunis ce lundi à Nouakchott pour parler des menaces qui pèsent sur la région du Sahel en général et les pays membres du dit comité en particulier. Tinine Al-Makassi. Le comité d'état-major opérationnel conjoint s'est réuni ce lundi en session ordinaire à Nouakchott, capitale mauritanienne. Une rencontre durant laquelle les questions sécuritaires dans la région ont été au cœur des discussions. Les travaux de cette rencontre d'une journée ont également été l'occasion pour les participants d'évoquer la question de la coordination conjointe entre les états-majors des pays membres, notamment la coopération militaire dans le domaine de la lutte antiterroriste et le crime organisé, tout en insistant sur la mise en place de mécanismes en vue de renforcer les mesures déjà mises en place pour faire face aux différentes menaces communes liées à la sécurité. Il semble que la CEMOC reprend du poil de la bête et revient sur le devant de la scène de la coopération sécuritaire dans la région, alors que bon nombre d'observateurs l'avaient donnée pour morte, favorisant de fait l'intervention étrangère comme seule réponse pour la lutte antiterroriste dans le Sahel. Pour rappel, c'est en 2010 que la dite organisation avait été créée sous l'égide de l'Algérie, réunissant également la Mauritanie, le Mali et le Niger. Et au Sahel, justement, au moins 50 terroristes ont été neutralisés lundi au Burkina Faso lors de 2 opérations de l'armée locale. Il s'agit d'une riposte à une embuscade dans le nord-ouest et d'une opération dans le sud-ouest. La première opération a permis de neutraliser au moins 40 terroristes et du matériel de combat, tandis que la deuxième a conduit à l'élimination de 10 terroristes dans une région frontalière de la Côte d'Ivoire et du Ghana. Et le Sahel, justement, sujet de discussion entre le président français Emmanuel Macron et le chancelier allemand Olaf Scholz à Berlin, la France et l'Allemagne, 2 pays fortement impliqués au Sahel. Et justement, en France, le mandat du gouvernement Castex se poursuit malgré l'investiture d'Emmanuel Macron à la tête de l'État pour un deuxième mandat. De par ses dernières prises de position, le président français étonne les observateurs politiques dans l'Hexagone, notamment dans le dossier de l'Europe. Tournant idéologique ou simple posture électoraliste, l'opinion publique s'interroge. Kherdin Batash. Et apparemment, le sujet n'est pas encore prêt. Nous y reviendrons, nous tenterons d'y revenir dans cette édition. En Espagne, le scandale de l'espionnage ne cesse de faire parler de lui. La chef du renseignement espagnol, nous vous le disions en titre, on a fait les frais. Paz Esteban a été démise de ses fonctions aujourd'hui. L'affaire a provoqué une vague d'indignation dans la classe politique espagnole. Des membres de la coalition de Sanchez pourraient faire défection, ce qui fragiliserait davantage la position du gouvernement. Safwan Ben Sabri. Véritable pavé dans la mare, le scandale des écoutes téléphoniques ne cesse d'alimenter la polémique dans le paysage médiatico-politique espagnol. La chef du renseignement espagnol, Paz Esteban, a été destituée de son poste ce mardi après avoir reconnu que ses services ont espionné des indépendantistes catalans. Pour sa défense, Paz Esteban a déclaré qu'elle avait certes procédé à l'espionnage d'indépendantistes, mais avec le feu vert de la justice et donc de manière supposément légale. Des sources dans le gouvernement espagnol ont affirmé ne pas avoir été informées d'une telle procédure. L'espionnage des militants indépendantistes a creusé une brèche à l'intérieur du gouvernement dans laquelle se sont engouffrés des membres de l'opposition au gouvernement. La coalition autour de Sanchez serait fortement fragilisée si elle venait à connaître des défections. L'affaire se divise en 2 volets, d'une part l'espionnage des militants en interne de la part des services de renseignement et d'autre part l'espionnage de 3 personnalités de premier ordre, Pedro Sanchez, le ministre de l'Intérieur et celui de la Défense, qui elles ont été espionnées par des entités externes. Paz Esteban n'a donc pas pu empêcher l'extraction d'informations confidentielles des membres de l'exécutif espagnol. Affaire à suivre. Direction l'Ukraine, l'offensive russe se poursuit pour le 76e jour d'affilée. Après avoir pris le contrôle de Popsna dans l'est de l'Ukraine, les troupes russes ont atteint les frontières administratives de la ville de Lugansk. Sohila Kilal. Au 76e jour de l'invasion russe en Ukraine, les combats s'intensifient dans l'est et le sud du pays, où les livraisons d'armes américaines devraient s'accélérer après la réactivation par Joe Biden d'un dispositif emblématique datant de la Seconde Guerre mondiale. Des livraisons à maintes reprises délancées par la Russie, Moscou accuse l'Occident de vouloir exacerber les combats en Ukraine et booster leur guerre par procuration.
Sur le terrain, l'offensive russe pour libérer le Donbass se poursuit. Selon le porte-parole du ministère russe de la Défense, Igor Konashenkov, l'armée de son pays aurait atteint les frontières administratives de la ville de Lugansk après avoir pris le contrôle de Popasna dans l'est de l'Ukraine. Pendant ce temps à Mariupol, alors que plus de 100 000 personnes attendent encore d'être évacuées selon le maire de la ville, Vadim Boychenko, pas moins d'1 millier de militaires ukrainiens dont des centaines de blessés se trouvent toujours dans la scierie d'Azovstal, d'après la vice-première ministre ukrainienne. Du côté d'Odessa, la ville portuaire a été touchée par des frappes de missiles. Les bombardements ont détruit 5 bâtiments et provoqué un incendie dans un centre commercial. La chef de la diplomatie allemande, Anna-Lena Baerbock, et son homologue néerlandais étaient ce mardi en Ukraine. Ils ont notamment visité des villes de la banlieue de Kiev. À cette occasion, la ministre allemande des Affaires étrangères a annoncé la réouverture de l'ambassade de son pays dans la capitale ukrainienne. Et l'Occident poursuit son train de sanctions contre la Russie. Le G7 a fini par se prononcer et décide de s'engager sur le sevrage au pétrole russe. Les chefs d'État et de gouvernement des pays occidentaux les plus industrialisés veulent supprimer progressivement les importations du brut. Une nouvelle décision pour tenter d'affaiblir Moscou économiquement. Mohamed Wali Ben Chaben. Les pays membres du G7 se sont engagés à réduire les importations de pétrole russe. Selon la Maison-Blanche, cette décision va porter un coup dur à la principale artère irriguant l'économie russe, pour but d'affaiblir Moscou économiquement. L'exécutif américain n'a toutefois pas précisé la nature de ces engagements. Les Occidentaux semblent unanimes quant aux mesures des sanctions à l'endroit de la Russie. Même s'il faut le dire, leur dépendance face à la manne énergétique russe n'est pas la même pour tous ses membres, ce qui risque sur le long terme à faire vaciller la fameuse Maison Europe. Moscou, quant à elle, ne reste pas bras croisés face aux sanctions occidentales, obligeant à tous les partenaires de payer l'énergie russe en roubles. Une décision qui a suscité une remontée spectaculaire de la devise russe face à l'euro, et ce, depuis 10 ans. Pourtant, toutes les sanctions imposées au début de la guerre sont toujours en place. S'étant même accentuées, la Russie a réussi le coup de force de stabiliser sa monnaie. Un changement rendu possible par les contrôles drastiques des capitaux mis en place par le Kremlin, ainsi qu'un flux continu de paiements pour les exportations de pétrole et de gaz du pays. Et retour sur le continent africain, le président tunisien Kais Saïed a nommé lundi de nouveaux membres de la commission électorale. Le chef de l'État avait exprimé le mois dernier son intention de remplacer la plupart des membres de la commission électorale. Kais Saïed qui a, pour rappel, lancé la rédaction d'une nouvelle constitution pour remplacer celle instaurée à la suite de la révolution de 2011, assurant que l'ensemble de ces démarches sont indispensables pour sauver la Tunisie de la crise. Et dans l'actualité au Moyen-Orient, direction la Palestine à présent, cible chaque jour de nouvelles exactions du camp sioniste qui rejette la demande de la Jordanie d'augmenter le nombre de ses employés à Al-Aqsa. Nohad Belkhatem. Le gouvernement jordanien qui souhaite augmenter le nombre de ses travailleurs dans la mosquée Al-Aqsa a formulé une demande qui a été rejetée par l'entité sioniste, un rejet injustifié que l'occupation israélienne se contente simplement de notifier. Énième épisode dans le bras de fer qui oppose Amman à Tel Aviv concernant la gestion administrative de la mosquée. Cette demande date du mois dernier. Les autorités d'Amman ont formulé le vœu d'ajouter 50 employés jordaniens au personnel de la mosquée sainte. Al-Aqsa qui est devenu le lieu de rendez-vous des colons sionistes qui viennent perturber et provoquer les fidèles au moment des prières, notamment celles du matin. Le Premier ministre sioniste Naftali Bennett avait déjà affirmé la semaine dernière la souveraineté de l'entité sioniste sur Al-Quds et que son gouvernement prendrait toutes les décisions relatives à la mosquée Al-Aqsa sans aucune ingérence étrangère. Des propos graves qui ont suscité les réactions de Jordaniens et de Palestiniens. Une position perçue comme un déni du traité de paix israélo-jordanien de 1994 qui confère à la Jordanie un rôle dans la gestion et la supervision des lieux saints islamiques et chrétiens d'Al-Quds.
L'Union européenne appelle les participants à la 6e conférence des donateurs organisée à Bruxelles à ne pas abandonner la Syrie. L'UE qui porte son aide à 1,56 milliard d'euros en faveur des réfugiés déplacés syriens pour 2022. Pour rappel, 6,4 milliards de dollars avaient été promis pour aider le peuple syrien et les réfugiés dans les pays voisins de la région. Et comme je vous le disais tout à l'heure, retour en France, le mandat du gouvernement donc Castex se poursuit malgré l'investiture d'Emmanuel Macron à la tête de l'État pour un deuxième mandat. Par ses dernières prises de position, le président français étonne les observateurs politiques dans l'Hexagone, notamment dans le dossier de l'Europe tournant idéologique ou simple posture électoraliste. L'opinion publique s'interroge. Coup de barre à gauche signé Emmanuel Macron dans le dossier de l'Union européenne. Le président français, récemment réélu pour un second mandat à la tête du pays, a déclaré devant le Parlement européen à l'occasion de la Journée de l'Europe qu'il était favorable à une révision des fameux traités. Sauf à ce que nous décidions de baisser les standards de cette adhésion et donc de complètement repenser l'unité de notre Europe et parfois les principes au nom desquels nous sommes exigeants à l'égard de certains de nos propres membres. Base politique de la construction européenne. Cette mesure répond en France à un souhait porté par Jean-Luc Mélenchon. Elle constitue l'une des pierres angulaires de son programme. Hier, le président français a proposé de convoquer une convention de révision des traités. Plus tôt dans la journée, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, avait de son côté évoqué l'abandon du vote à l'unanimité des 27 dans des domaines clés. Mais 10 pays membres ont déjà opposé une fin de non-recevoir. Objet de discorde entre libéraux et démocrates européens, la déclaration d'Emmanuel Macron en faveur de la révision des traités intervient à un moment où l'union de la gauche française sous l'égide de Jean-Luc Mélenchon pour les prochaines législatives pousse le président français à gauchiser davantage son discours en chassant sur les terres de son principal adversaire pour le prochain scrutin électoral. Thème inattendu, terrain glissant voire risqué, la révision des traités a longtemps été l'apanage des extrêmes en France. Favorable notamment à une refondation de la politique monétaire dans le vieux continent. En attendant de révéler l'identité de son prochain Premier ministre, des voix s'élèvent en France pour dénoncer les tergiversations d'Emmanuel Macron quant à la nomination d'un nouveau gouvernement. À noter que son porte-parole actuel, Gabriel Attal, a assuré que le gouvernement Castex ira au bout du premier quinquennat d'Emmanuel Macron qui s'achèvera le 13 mai à minuit. Afghanistan, la décision du port de la burqa pour les femmes afghanes imposée de nouveau par les talibans au pouvoir dans le pays ne passe pas. Une dizaine femmes afghanes ont manifesté dans les rues de Kaboul pour protester contre cette décision des talibans. Elles demandent le respect de leurs droits. Il s'agit de la plus sévère restriction à la liberté des femmes depuis le retour au pouvoir des talibans. Neila Hamoud. Elles ont bavé l'interdit, manifesté leur colère et défendu leur cause haut et fort. Des dizaines de femmes afghanes sont sorties dans les rues de Kaboul pour protester contre la décision des talibans. Les nouveaux maîtres de Kaboul ont fortement durci les restrictions à la liberté des femmes en leur imposant le port de la burqa dans l'espace public. Nous voulons vivre en tant qu'êtres vivants, en tant que créatures nobles, ne pas vivre comme des captives, ne pas être retenues à la maison. Nous avons organisé ce mouvement de protestation en raison du port de la burqa qui a été imposé aux femmes afghanes par les talibans. Tous nos slogans sont fondés sur les valeurs islamiques et en accord avec les valeurs culturelles du peuple afghan. Ces slogans ne sont pas contre l'islam et les croyances du peuple afghan. La foule a été très vite dispersée, la presse a même été chassée. L'obligation de porter le voile intégral ne semble pas être suivie de fait. Nombre de femmes continuent à marcher dans les rues à visage découvert. Des sanctions sont imposées aux Afghanes, notamment 3 jours de prison et un procès intenté aux chefs de famille. Depuis le retour des talibans au pouvoir l'an dernier, les femmes payent un très lourd tribut. En plus d'être largement exclues des emplois,
et d'être interdites de voyage sans être accompagnées par un tuteur. Ces Afghanes se voient refuser l'accès à l'éducation. Les talibans réclament une reconnaissance internationale de leurs autorités sur le pays. Ce nouveau décret sur le droit des femmes devrait rendre cette reconnaissance encore plus difficile. Direction l'Asie du Sud, le Premier ministre sri-lankais Mahinda Rajapaksa a démissionné peu après des affrontements entre ses partisans et des manifestants anti-gouvernementaux qui ont fait 5 morts, dont un député et plus de 180 blessés. La journée la plus meurtrière depuis 3 semaines. Le pays est en proie depuis plusieurs semaines à des manifestations dénonçant l'incapacité du gouvernement à faire face aux pénuries de nourriture, carburant et médicaments, marquant la plus grave crise économique qu'il ait connue depuis son indépendance en 1948. Le président a appelé au calme en tweetant que la violence ne résoudra pas les problèmes actuels. Il condamne toutefois fermement les actes de violence. La Corée du Sud a investi ce mardi son nouveau président Yoon Suk-yeol, 61 ans. Le président a promis une politique étrangère plus musclée pour son pays, la 10e économie mondiale, et s'est engagé à traiter avec sévérité la menace que présente Pyongyang. Après avoir prêté serment lors d'une cérémonie géante à l'Assemblée nationale à Séoul, Yoon a, dans son discours d'investiture, appelé la Corée du Nord à se débarrasser de son arsenal nucléaire, qui constitue selon lui une menace pour la sécurité mondiale. 11, c'est le nombre de journalistes tués au Mexique depuis le début de l'année. Pas plus tard qu'hier, lundi, 2 journalistes ont été assassinés, ont indiqué les autorités judiciaires. Yesenia Molinedo, directrice du portail d'information El Veraz, et Sheila Garcia, caméraman, ont été tués par balle dans l'état du Veracruz. Ce double homicide intervient 4 jours après l'assassinat jeudi de Luis Enrique Ramirez, éditorialiste du journal El Debate dans l'état du Sinaloa, nord-ouest du Mexique. Culture pour clore ce journal, retour en Algérie, à Betna plus exactement, au nord-est du pays. Jour J pour le Festival international du film d'Imedrassen, où une conférence de presse s'est tenue ce matin avec la présence d'Issam Tachit, commissaire du festival, mais aussi 2 grands acteurs du 7e art syrien, Abbès Nouri et Nizar Abou Hajar, sans oublier la grande comédienne algérienne Biouna, qui nous partage d'ailleurs sa joie. C'est un grand bonheur de faire des déplacements pour voir mes fans, pour voir les artistes. On se voit, les artistes, on se rencontre. Parce que les festivals, c'est des lieux de rencontre. C'est là où on s'oxygène, c'est là où on sent qu'on est artiste. Et la soirée donc d'ouverture qui se déroule en ce moment même au théâtre régional de Betna. Pour rappel, le Festival international du film Imedrassen se déroulera jusqu'au 14 de ce mois. Avis aux cinéphiles et mordus du grand écran. Fin de ce journal. Merci pour votre attention. Tout de suite, ne manquez pas la météo du monde présentée par Amal Amzienne Zitouni. Je vous souhaite une bonne soirée à tous. À très vite sur Al 24 News.